acho que você devia estar aqui mesmo. Pra levar meu filho. Olha, é uma sacanagem, um grau. Quand tu arrives sur le projet de l'agent secret, qu'est-ce que Kleber Mendoza te dit de ses intentions visuelles pour le film? Je pense que la première chose dont il m'a parlé, c'est qu'il voulait faire un film solaire visuellement, qu'il voulait créer un sort de décalage entre l'histoire assez tragique et dramatique qui fait partie de l'histoire du Brésil à une époque de dictature militaire dans les années 70. Mais il voulait que les couleurs du film soient organiques, naturelles et quand même assez pétillantes. Parce que c'est comme ça qu'il s'en souvient de cette époque des années 70. Il s'en souvient que c'était un monde très coloré, malgré les horreurs qui se passaient. Donc on voulait préserver la luminosité et le coloris de l'époque. Et comment tu procèdes techniquement pour fabriquer le look du film qui correspond à ses intentions? Alors nous avons fait des tests caméra et des tests optiques ensemble, déjà pour chercher la texture. C'est-à-dire pour voir quelles optiques correspondent à notre désir visuel. On a regardé par exemple comment ils agissent dans haute lumière, parce que au Brésil c'est très ensoleillé, on a beaucoup tourné de jour, on a eu de grands contrastes. En parlant de contraste, comment tu as géré la lumière du Brésil qui paraît assez dure, assez zénitale? L'Agent secret, c'est le deuxième film que j'ai tourné au Brésil, donc j'ai déjà eu à confronter à la lumière zénitale. Et en fait, on n'a pas le choix. Entre le moment où le soleil doit se lever, 30 minutes plus tard, c'est déjà zénital. Et deux, j'aime en fait la lumière avec du caractère, avec du contraste, des fois dur. Et moi, j'aime bien assumer ça dans le film. Alors, tu as tourné avec des optiques anamorphiques, en dehors du format, qu'est-ce que ça produit comme effet visuel? L'effet concret est que les flous, par exemple, sont très étirés. Ça crée un fond un peu magique ou un peu cinématographique qui est complètement différent des optiques sphériques où le fond, par exemple, est très fidèle de ce qu'on voit à l'œil. Alors qu'avec une optique anamorphique, il va paraître beaucoup plus long, beaucoup plus étiré. Et après, il y a plein de particularités du tournage anamorphique. Ça crée différents rapports de distance entre l'objectif et le personnage. C'est tout un autre travail par rapport aux amorces quand on place deux personnages à la caméra et on est par derrière de l'épaule d'un des deux, comment on le place dans le cadre sans qu'il soit trop déformé. Ça crée du caractère, disons. J'ai aussi choisi ces optiques-là pour leurs imperfections, en fait. Notamment quand il y a des très hautes lumières, par exemple les fenêtres très ensoleillées qui sont dans le champ face à la caméra, ça bave un peu partout. On voulait garder ce côté artisanal de la fabrication du cinéma. Alors on a vraiment l'impression que tu as posé tes caméras dans le récifé des années 70, c'est assez impressionnant. Comment ça a été pensé et réalisé? En fait, c'était une condition posée par Kleber dès le début. Il a dit qu'il ne voulait pas faire un film timide où on fait que des plans serrés pour éviter des logos, des voitures modernes. C'était un gros travail de production pour amener ça. Évidemment, beaucoup de travail de l'équipe déco qui ont reconstruit le récifé dans les années 70. Un exemple tout banal, mais dans un des plans, il y a l'asphalte qui n'a pas la couleur de l'époque, et elle était changée. J'ai fait faire à Kleber quelque chose qu'il n'avait apparemment pas l'habitude de faire, c'est-à-dire s'asseoir et noter notre découpage. Il fallait avoir une version précise écrite et la partager notamment avec l'équipe déco pour qu'ils savent vers où on va cadrer, à quel point les plans vont être larges, qu'est-ce qu'on a prévu. Parce que sinon, le coût de recréer l'espace à 360, évidemment, il était insurmontable. Donc on avait passé bien une semaine avec Kleber, vraiment en essayant de sortir de sa tête et de la mienne des indications précises de ce qui allait être filmé pour pouvoir justement avoir cette liberté à cadrer après dans l'espace défini partout. Un des plans les plus compliqués en termes d'organisation de production, c'était ce fameux plan où Marcelo arrive vers la fenêtre et la caméra le dépasse et on vit en fait un moment suspendu avec récifé de l'époque. Et en fait, la plupart des choses étaient vraiment faites sur le plateau. C'est-à-dire qu'il avait des dizaines de voitures de l'époque qui sont venues, il avait la circulation normale qui a été arrêtée, il y avait des figurants habillés, c'était tout coordonné.
On était tous très focus au moment de tournage de ce plan parce qu'il ne fallait pas se planter, il ne fallait pas que le travelling soit pas bien, que le point soit flou, que Wagner il est pas dans ses marques. Parce que derrière, dans la fenêtre, tout ce qui se passait, c'était en fait le retour à l'époque. Il y a quelque chose qui ont été corrigés dans la post-production, évidemment, effaçage de quelques câbles. Mais globalement, c'était un peu la magie de la chorégraphie créée sur le lieu. Il y a un autre plan qui n'a pas dû être simple à tourner, c'est celui où on suit Marcelo à l'intérieur d'une salle de cinéma jusqu'à l'extérieur où une foule de gens dansent dans la rue. Comment ça s'est passé? C'était un des plans peut-être le plus compliqués pour mon département parce que à la base c'était tourné comme vraiment un plan séquence. Maintenant il y a une petite coupe au milieu. Mais du coup donc, il fallait éclairer à l'intérieur du cinéma et en même temps à l'extérieur avec tout un carnaval des gens qui étaient en train de danser. Comme c'était un vrai cinéma et pas un décor de plateau, il fallait aussi s'adapter à des contraintes physiques du lieu, c'est-à-dire le passage dans la porte avec des rails de travelling, c'était une recherche à caler avec le passage de Wagner et caméra qui passe en même temps. La caméra était assez grande aussi, il fallait aussi prendre en jeu des minimums de points, c'est-à-dire que la caméra ne peut pas être trop proche du personnage sinon elle est floue. Donc c'était une chorégraphie qu'on a calée tous ensemble avec toute cette figuration, c'est-à-dire au moins 200 personnes entre les personnes assises à l'intérieur du cinéma et les personnes qui sont en train de vivre le carnaval. Quand Wagner commence à se faufiler dans le carnaval et les personnes elles jettent la farine, et moi je le voyais plus, je le perdais dans mon œilleton. Et je me souviens, il y a mon assistante caméra qui me criait dans le casque, il est là-bas, il est droit de cadre, enfin, qui le voyait mieux, parce que moi j'étais tout en hauteur au-dessus de la rue, donc je le voyais pas toujours très bien. C'est toi qui cadres tout le temps? Oui, c'est moi qui cadre tout le temps et j'espère jamais être menée à ne pas cadrer les films que j'éclaire parce qu'on se trouve au cœur de l'action en fait et tout est là, la lumière, la concentration, le jeu des comédiens, je sais pas, une petite fausse teinte qui arrive au bon moment et ça c'est vraiment en restant derrière l'œilleton de la caméra qui met dans cet épanouissement. Et puis c'est aussi un rapport avec les comédiens qui fait que c'est pas seulement les comédiens qui nous donnent ce qu'on doit capter, mais c'est un travail à deux sens en fait. Pour moi, c'est important d'être là pour être leur miroir, pour leur donner aussi mon regard et ma présence. Donc j'aimerais vraiment enfin, rester toujours cadreuse des films que j'éclaire. Rapaz, eu tô dando telefonema agora aqui. Tem que ser agora? Tá agora, bora. Gostou de tu, porra, aproveita. Est-ce qu'il y a parfois des imprévus liés aux acteurs qui justifient une façon de tourner particulière? Kléber n'aime pas trop les plans cadrés à l'épaule. Mais il y a eu quelques moments où en fait on a cédé à cette règle-là, on est passé à l'épaule et on était très heureux du résultat. Notamment, il y a un flashback avec la femme de Marcelo. Et il y a un moment où elle se lève, elle s'en va énervée, elle revient et elle fait un discours face au vilain. Et en fait, on a tourné ce passage-là à l'épaule parce que l'énergie qui dégageait la comédienne à laissé, cette énergie, elle était crue, elle avait besoin d'être saisie. Et en fait, c'est Kléber qui est venu me voir, qui dit « Mais tu veux pas qu'on passe à l'épaule, là ?» En fait, je dis « Bah oui, je n'osais pas te proposer parce que tu n'aimes pas ça, mais faisons ça. » Et en fait, spontanément, on est passé à l'épaule, on a tourné ce plan en deux prises, c'était fait parce que c'était magique. Levantei pra ir no banheiro porque eu tava sentindo misto de vontade de mijar e de vomitar. Aí levantei da mesa, passou. Je suis très concentrée au moment où on tourne les choses. Ma présence du moment, elle n'a jamais été aussi forte que quand je suis derrière l'œilleton en train de justement travailler des scènes compliquées où tout doit être au rendez-vous. C'est une sorte de méditation en fait, parce que c'est un appel à rester très présente dans le moment X où tout se passe. C'est un focus de haut niveau, j'appellerais ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le split diopter, une technique qu'on ne voit pas souvent mais que tu as utilisée dans le film? Quand on met une demi-dioptrie devant notre caméra, ça fait que la moitié du champ reste focus sur un point très éloigné et l'autre moitié avec la dioptrie, le point il est sur quelqu'un de très proche.
Ce qui est un outil de mise en scène pour parler des deux actions simultanées ou des tensions qui se passent en même temps. C'est assez technique et la profondeur de champ au premier plan, elle est toute petite. Donc Wagner, s'il faisait un micro-pas en arrière, il serait flou. Donc c'est très contraignant en vrai, et pour les jeux de comédiens et pour moi derrière la caméra. Et en plus, la dioptrie, elle sépare vraiment le plan en deux. C'est-à-dire que si Wagner aussi s'appuyait sur sa jambe gauche, il serait sorti de sa zone de dioptrie, il serait rentré dans la zone non dioptritisée de l'autre personnage. Donc en fait, c'est très très technique. C'est des plans dédiés globalement à la technique. Alors j'aimerais qu'on parle d'une séquence assez étonnante, c'est celle de la jambe qui se balade toute seule dans un parc la nuit. Comment ça a été pensé et tourné? Pour moi, la séquence de la jambe poilue, comme on l'appelle entre nous, c'est la séquence qui résume le film et l'époque. Quand j'ai lu le scénario, c'était la première chose que j'ai évoquée lors de notre discussion avec Kléber. En fait, la jambe poilue, c'est une métaphore évidemment des attaques de l'armée, des policiers, des citoyens. Mais on voulait que cette séquence elle soit absurde et décalée. Et on a cherché vraiment la meilleure manière pour le faire. D'abord, on a habillé un assistant réalisateur en costume vert, tout en gardant juste sa jambe nue. On l'a fait sauter dans le parc. On a essayé de l'incruster dans la séquence. On n'était pas convaincus par le résultat. Après, on avait une énorme jambe qu'on a fait sauter, qu'on a filmé, on a essayé. On n'était pas convaincus non plus. Et au final, on a décidé de filmer toute la scène en imaginant cette jambe. Et après, elle était intégrée dans la séquence par un studio d'animation et qu'il a fait vraiment avec une petite jambe. Ils l'ont filmé en stop motion, plan par plan. Mais ce qui fait que sur le plateau, on devait imaginer cette jambe agir. Et en fait, c'était abstrait, mais c'était amusant aussi. Et notamment, par exemple, il y a un plan, un travelling où la caméra suit cette jambe qui saute. C'est un long travelling de gauche à droite et la jambe, elle fait plein de mouvements. En fait, j'ai complètement improvisé les passages de la jambe. C'était la jambe imaginaire dans ma tête. Du coup, je cadrais quelque chose que j'imaginais, que je plaçais dans mon cadre. C'était très, très amusant de le faire. Et puis, évidemment, la lumière, elle est assez... elle ressemble un peu à un comic book. À ce moment-là, parce qu'on voulait que ce soit vraiment très visuel, très, très bande dessinée. Il y a une autre séquence très réussie, très impressionnante, c'est celle de la poursuite du tueur vers la fin du film. Ce qui était toujours clair pour nous, c'est qu'on voulait montrer aussi, réciffer la ville en même temps qu'on poursuit les personnages. Donc par exemple, une fois qu'on a quitté les lieux du crime, en fait on commence sur le bâtiment et c'est un panneau vers le bas, on rattrape le personnage qui est en train de s'enfuir. En fait ce lieu de tournage, on l'appelait Gotham City parce que c'était un peu dans son jus, avec une architecture très particulière. Tout est resté un peu déjà comme c'était à l'époque et même les gens qui traînaient là-bas, ils étaient très très... Ils avaient des gueules, ils se prêtaient à être filmés. Donc on a intégré l'architecture dans la navigation des personnages pendant cette scène-là. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on parcourt un grand espace, parce que l'architecture, elle change beaucoup. Dernière question, comment s'est passée ta collaboration avec Kleber Mendonça, qui est quand même l'un des plus grands réalisateurs brésiliens actuels? C'est un réalisateur déjà plus âgé. Kleber, il a 20 ans plus que moi et pourtant, il est resté très très à l'écoute de mes propositions. C'était un vrai échange, une vraie collaboration. Il est à la fois une personne qui sait ce qu'il veut, mais en même temps, il est très preneur des avis, des ressentis, des suggestions qui peuvent améliorer encore sa vision. Donc c'était très très agréable de travailler avec lui.